printemps des poètes. Tous les ans, toutes les structures officielles font leur printemps des poètes. En même temps, ce qui fait que, eh bien, les meilleurs, ceux qui sont là, ce sont les meilleurs. Que les autres, ils sont dans les autres petites machins, les petites alcôves des printemps des poètes, érigés par l'institution. Voilà. Peut-être que Bernard Noël nous en dira un petit mot à ce propos. Merci Bernard d'avoir accepté cette... Je ne parlerai pas du printemps des poètes. Mais du printemps tout court. Hein. Du printemps tout court. Donc c'était la conclusion en fin de compte. Et ces fresques, on les doit en fait à Mylène, mais aussi à l'articulation de notre structure. On a fait cette rencontre en collaboration, en partenariat avec Artésé et la mairie de Villefontaine, dont je vois ici que les murs. Ils sont particulièrement frais. Ils sont particulièrement frais. Les dames Ah oui, qui sont là-bas. Mais elles sont si loin qu'on ne les voit pas. Oui, elles sont loin. Ouais. Mais ben oui. Non, mais c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié dans le livre de reproduction le fait que chacun de tes personnages, enfin chacun de tes modèles plutôt, parle. Ouais. Et raconte au fond l'essentiel de sa vie. Ouais. Tantôt en quelques lignes, tantôt un peu plus long. Et je sais plus, quand tu parlais du rapport de l'écriture et de la peinture, hélas, moi j'envie à la peinture le fait que on peut voir ce qu'on fait. Un écrivain, il voit rien. Il n'est jamais face. Bien sûr. À la matérialisation, il matérialise sa pensée d'une manière passante. Et pour moi, ce qui m'intéresse au fond dans le fait d'écrire, c'est qu'une fois que j'ai écrit, je n'ai plus besoin que ça existe tout seul. Peut-être que mon expérience, comment dire, marquante à mes débuts, c'est que je me suis rendu compte que contrairement à tout ce qu'on m'avait dit auparavant, ou que j'avais appris dans mes études, je ne sais pas, un livre, ça ne sert pas à affirmer sa personnalité. Je veux dire que le nom de l'auteur n'est là que comme une étiquette, et pas plus. Et que cet objet-là, une fois qu'il est publié, qu'il existe, il n'a plus besoin d'auteur. Il a besoin de lecteur, mais il n'a plus besoin d'auteur. Et en plus, je me demande, je regrette, il me semble que dans l'enseignement, on ne souligne jamais le fait qu'en fait, lire un livre, c'est le réécrire. Et que le lecteur d'un livre, vraiment, repense le livre et le réécrit en réalité. Donc l'auteur n'est qu'une étiquette, en fait. C'est parce que il faut que tout ce qui est matérialisé est un nom. Et ce nom, ben voilà, bon. Mais à part ça, je veux dire, je ne vois pas en quoi. Je veux dire, ça ne me représente pas. Oui, tout à fait. C'est provisoire. Ouais. Et tu penses que pour le dessin, c'est autre chose? Ou pour l'image? Non, mais ce que j'apprécie dans le dessin, c'est que je peux le mettre devant moi. Oui, bien sûr. Tu vois? Bien sûr. Tandis que je peux rien mettre, c'est pas parce que je mets ça devant moi. Bien sûr, tu vois rien. Je vois quelque chose. Oui, il faut lire. Il faut lire, et quand je lis, je le dépense. Si tu veux, quand je regarde ton dessin, par exemple, ben, il reste là. Il prend de plus en plus d'existence. Chaque fois que il est différent chaque fois que je le regarde. Et il se nuance, il s'enrichit, il s'intensifie, si je puis dire. Qu'est-ce que tu veux que je regarde là-dedans? Oui, c'est sûr, je comprends.
Il faut relire, quoi. Parce que quand on lit, on fabrique aussi des images, en fait. Oui, elles sont mentales. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Non, je comprends. Tu ne les vois pas. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et que... Je sais pas ce que je... Enfin, dans le cas du poème, par exemple, pour moi, j'ai horreur quand même. Si tu es poète, c'est pas une profession. On est poète que le temps pendant lequel on écrit un poème. Par contre, si j'écris, je sais pas quoi, des essais, des romans, je suis... Enfin, c'est ce qui m'occupe. C'est ce qui a occupé ma vie pendant 50 ans. Bon. Mais... Ouais, le poème, c'est fulgurant. Et à ton avis... Je dis pas que c'est fulgurant, je dis que c'est passager. C'est passager, ouais. Enfin, c'est une... Ouais. Ça t'occupe un moment. Et je pense que ça ne vit que le temps pendant lequel ça t'occupe. Où est la lettre? Cette question vient d'un mourant, puis il se tait. Tant qu'un homme vit, il n'a pas besoin de compter sa langue. Quand un homme meurt, il doit rendre son alphabet. De chaque mort, nous attendons le secret de la vie. Quand les morts marchent dans la neige qui tombe en moi. Toujours la fin du temps, l'escalier dans les ruines, chacun devient sa propre porte. Le bois du deuil, comment sortir par soi de soi. Un courant d'air, l'au-delà baise l'œil, tu montes sur le fagot des cils, tu fais du feu sur tes lèvres. Qui l'aurait cru? Le possible n'est rien qu'un petit doigt à la main d'air. À contre-temps, le passant revient avec sa hôte de cerveau. Voilà. C'est pas très gai. Moi j'ai une question. Oui. Et, en partant déjà du portrait, hein, l'extrait que vous avez lu, sur le rapport qu'il y a entre la vie, l'existence dans les temps, et le fait de laisser l'existence, de laisser les temps et de partir. J'ai entendu, quand on meurt, on rend l'alphabet. Oui. Et là, ma question justement était de savoir, parce qu'en ce moment, on essaye de mettre en œuvre toute l'œuvre de Nietzsche sur sa pensée poétique, où il essaye de dire que justement les poètes, c'est lui qui ment. Et dans les livres, les textes d'Alain, où l'ombre et le mensonge, l'ombre ment. Et justement, la question était de savoir le rapport, parce que vous dites que finalement, dans la lecture, c'est juste l'existence du texte, c'est juste pendant qu'il m'occupe. Et une fois que je sors de ce temps, il ne m'occupe plus. Alors qu'entre autres, il y a le langage écrit, il y a le langage peint, dans le dessin, il y a la peinture, mais il y a aussi dans le langage du texte, dans la poésie, le langage écrit, qui est les lieux de l'existence, les lieux de l'être, comme le dit Hegel. Mais alors ça m'a titillé un peu votre propos, et c'est pourquoi je pose cette question. Et comment saisir ces lieux d'existence dans le langage écrit? Parce que il se dépense sans arrêt. Je veux dire que chaque lecture dépense ce lieu. Je veux dire, chaque lecture épuise ce lieu. Mais vous pouvez y revenir. Donc peut-être que le fait d'y revenir le préserve. Mais à chaque fois que vous y revenez, il change un peu. Tandis qu'au fond,
Enfin, le regard sur un dessin, une peinture, le regard change aussi. Mais la peinture en elle-même, dans sa représentation, reste stable. Alors, je ne suis pas sûr que l'écriture reste stable. Apparemment, oui, parce qu'il n'y a pas un mot qui change, le même nombre de syllabes, etc., etc. Je pense quand même que ça change que chaque lecteur change le texte. Et je trouve qu'on devrait enseigner cette responsabilité-là dans les études littéraires, enfin entre autres dans les études littéraires. Parce que ça change tout que penser qu'on est responsable de ce qu'on lit et qu'on le refabrique chaque fois qu'on le lit. Enfin, je veux dire, ça, c'est quand même plus passionnant que si on pense que c'est un machin neutre qui ne bouge pas. C'est impossible en plus qu'une lecture soit neutre. Même là, il n'y a que l'information qui théoriquement est neutre. Mais est-ce qu'elle l'est? J'en suis pas sûr. Bon. Non, elle ne l'est pas dans sa fabrication, mais théoriquement, elle l'est dans sa lecture. Et là, pour le dessin, par exemple, parce qu'à chaque fois que je reviens sur un dessin, je découvre un autre monde. Oui. Le dessin en soi existe, mais il existe vraiment parce que je lui donne une interprétation, je lui donne une vie, je l'intègre en moi. Je m'épargne au travers du dessin. C'est un peu pareil. Je veux dire que, comme chaque fois que vous lisez, vous redonnez vie à ce texte. Sauf que le dessin a une stabilité visuelle, si je puis dire. Au fond, comment dire, la lecture, elle est visible, mais elle n'est pas visuelle. Non. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et puis le dessin se saisit d'un coup. Oui. En fait, en un dixième de seconde, là, il est là. Mais pendant la guerre des iconoclastes, là, tout ça, les pères de l'Église, ils ont beaucoup réfléchi l'image et ils disaient qu'elle allait, en parlant de son pouvoir, ils disaient qu'en fait, elle allait bien plus vite que la parole, Oui. qu'elle n'avait pas la négation. Donc ça c'est super, et qu'elle passait toutes les barrières des langues. Donc elle était visible. Et du coup c'était son pouvoir, quoi. On pouvait l'utiliser comme... voilà. Oui, d'ailleurs ce que tu dis me fait m'interroger sur quelque chose d'autre. C'est que jusqu'à l'invention de l'imprimerie, la lecture, on n'avait pas la même lecture. Parce qu'elle n'était pas mentale. Ah, oui. C'est à cause de ce que tu as dit. Ouais, mais c'est bien, c'est bien. Ouais. Parce qu'il y a un tableau d'un grand peintre qui est à Florence, je me rappelle. Non, il est enfin, peu importe où il est. Où on voit le Saint Jérôme qui représente Élisant. Et puis il y a un moine qui rentre et qui s'en va terrifié parce que les lèvres de ça bouge. Non. Parce que les lèvres ne bougent pas. Ah. Donc ça a l'air d'une opération diabolique, Ouais. puisqu'on ne pouvait lire qu'en prononçant les mots. Et au départ, on prononçait les mots parce qu'en latin, tout se tenait. Donc pour distinguer les mots, il fallait les lire, au fond. Et jusqu'à l'invention de l'imprimerie qui a développé la lecture mentale. Ah, d'accord. Mais elle n'a pas lieu tout de suite. La lecture mentale, la lecture orale, elle continue probablement jusqu'à notre époque. Sauf qu'on n'en est pas conscient. Je veux dire, en tout cas, on n'a plus besoin de lire oralement pour lire. Ce qui change tout. En effet, donc pendant tout le monde antique, on lisait en prononçant. Donc ça devait changer complètement le rapport à la lecture. Est-ce qu'on lisait seul aussi? Peut-être, oui. Oui, je pense. Ah, puis il n'y avait pas beaucoup de livres, Ouais. puisqu'ils étaient manuscrits. Ils ont quand même été manuscrits
au XVe siècle. Moi, il y a une chose qui m'a beaucoup fasciné dans ma vie, c'est l'art de la mémoire. C'est un grec au 5e siècle avant Jésus-Christ qui a inventé l'art de la mémoire. Alors, si vous voulez, parce que il était, à l'époque, la discussion publique avait une importance capitale donc, sur la place, sur l'agora. Et donc, il était important de ne pas perdre les pédales quand on discutait avec les gens. Donc, ce grec a inventé, c'est un système assez, il s'agit de se construire un espace mental architectural. Alors par exemple, on se représente l'espace d'une maison, 4 pièces. Alors on dépose dans l'entrée le début de son discours, on dépose un peu plus loin la suite, etc., etc. Et quand on est en public, on marche dans sa maison en se rappelant ce qu'on a déposé. Alors ce qui est fascinant, il y a un livre extraordinaire qui s'appelle L'art de la mémoire, de Frances Yates, qui est une Anglaise du XXe siècle, qui raconte tous ces arts de la mémoire. Et elle dit, entre autres, que saint Thomas d'Aquin avait mémorisé une bibliothèque, je ne sais plus combien, mais de 500-600 volumes. Ouais, c'est énorme. Donc en se baladant, mais alors lui comme architecture, il avait construit une cathédrale. Cathédrale mentale, et en se baladant de chapelle en chapelle, il était capable de se remémorer 500 bouquins. Ouais, c'est énorme. Ça suppose un monde quand même complètement différent du nôtre. Je veux dire, là, maintenant, enfin, non seulement on a des livres, mais on a cet appareil-là qui s'appelle un ordinateur ou je ne sais pas quoi, qui vous répond à vos questions, etc. etc. Ouais, c'est comme des mémoires externes, quoi. Ouais. C'est une mémoire externe. Une mémoire externe, ouais. La bibliothèque étant la première mémoire externe. Mais au Moyen-Âge, on ne pouvait pas se payer des bibliothèques. Elles étaient manuscrites en plus, les bibliothèques. Quand on pense à tout ce qui a survécu grâce quand même à la main du monde antique, si on n'avait pas brûlé la bibliothèque d'Alexandrie, on a refait une bibliothèque d'Alexandrie il y a, je ne sais pas, une quinzaine d'années. Comme ça, où on a été j'avais été invité à l'inauguration de la nouvelle bibliothèque. Je n'ai pas compris qu'est-ce qu'elle avait de remarquable. Remarquable. Elle était pauvre. Et autrement, entre le dessin et l'écriture, souvent, ce que j'ai entendu de toi, c'est que quand tu écris, tu définis en fait un espace. Et je trouve... C'est ça? Oui, enfin souvent. Oui. Souvent. Parce que quand tu dessines, c'est un peu pareil. Tu choisis un format. Oui, mais je choisis pas la... Oui, oui, mais ça c'est superficiel. C'est superficiel, ouais. Mais ça permet de recevoir quand même. Mais c'est un certain trajet. C'est un trajet, voilà. Fixé d'avance. Enfin, c'est un trajet, comment dire, hypothétique. Je veux dire, ça n'implique pas le trajet lui-même. Oui. Mais ça permet, c'est comme une route, quoi. Ça détermine quand même ça aide. C'est un peu comme mettre la table. Ouais. Tu disposes des choses. Il y a au moins 40 ans que je ne dis plus je. Ouais. C'est pas je qui écris. Ah oui. C'est ça pour moi le mystère. Enfin, le mystère. Mon mystère est un peu trop fort.
c'est mon interrogation. Qu'est-ce qui écrit quand j'écris? Écrire n'est pas l'affirmation de ma personnalité. Je ne sais pas de quoi c'est l'affirmation, mais c'est ce qui m'intrigue. C'est sur quoi je m'interroge depuis des années. Et je ne sais pas. Parce que depuis, je sais pas, depuis 90, j'ai écrit une série de monologues. Et ces monologues ont une règle précise qui est que à l'intérieur d'un monologue, toutes les phrases commencent par le même pronom personnel. Alors, ça, c'était pour rigoler, je dirais que comme ça, j'ai toujours au moins le début de la phrase suivante. Parce que j'ai peur que ça s'arrête. Et que, mais par contre, je me suis aperçu que quand j'avais écrit la première, alors, pour moi il est essentiel, j'ai jamais fait de plan. Et je ne veux pas savoir ce qui m'intéresse, c'est ce qui va venir, sans que je le sache, sans que je l'ai prévu plutôt. Et donc, ce qui m'épate, c'est que quand la première phrase est écrite, ou disons les 2 ou 3 premières phrases, l'ensemble ne peut pas ne pas venir. Donc je me dis, il existe la projection, puisque là, je veux dire, donc le fait de poser la première phrase fait que tout l'espace du parcours est projeté d'avance. Donc je devrais pouvoir connaître ce parcours d'avance. Or je n'en sais rien. Et je ne peux pas, j'ai aucun moyen d'appréhender si mon trajet aura, je sais pas, 50 pages ou 80 ou 5. Donc déjà, il y a une espèce de processus qui m'intrigue beaucoup là-dedans. Et en plus, c'est vraiment pas mon je qui s'exprime, mais c'est le tu. Enfin, ou l'autre, je ne sais pas trop quoi. Mais c'est un autre qui est, comment dire, un autre qui relève du mouvement de la langue, et non pas du mouvement de ma main, si je puis dire. Et voilà. Et ça fait donc 20-30 ans que j'essaye de comprendre comment ça se passe, quel est ce processus, et je ne sais pas. J'ai le sentiment que c'est la langue qui écrit à travers ma main. En tout cas, c'est pas mon jeu. Ça, j'en suis sûr. Je cherche pas à affirmer ma personnalité ou je sais pas quoi. Donc, en plus, oui, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se produire, grâce au mouvement de l'écriture. Je ne sais pas à l'avance. Donc ça se développe, puis ça s'arrête. Et je ne suis pas plus avancé, quoi. Enfin, pas plus avancé quant à la connaissance du processus. Pourtant, ça fait 30 ans que etc. Et c'est pas ce que certains auteurs appellent l'insaisissable dans les mouvements de la langue, qui se traduit dans l'écriture, raison pour laquelle écrire pousse toujours à écrire pour chercher l'insaisissable. Oui, mais en même temps, si vous voulez, l'insaisissable, pour moi, c'est au fond un terme métaphysique rassurant. Alors, c'est pas rassurant. Donc, l'insaisissable, si vous voulez, l'insaisissable, ça valorise. C'est pas mon truc. Ça lui donne déjà un corps qui n'existe pas, en fait. Donc, c'est déjà le... Non, mais en même temps, c'est vrai que cette notion d'insaisissable, c'est intéressant parce que il s'agit de saisir l'insaisissable. Enfin, c'est même pas exactement ça. Il s'agit de faire exister l'insaisissable qui, à mesure qu'on le fait exister, demeure quand même insaisissable. Donc cette espèce de contradiction extrêmement dynamique, finalement, comment dire, c'est quelque chose que je peux constater, mais ça ne m'avance à rien dans la compréhension du phénomène.
passion pour le roi Gourand. Le roi Gourand, c'est un... Comment dire, le roi Gourand a inventé un système de fouilles archéologiques qui ne consiste pas à chercher des objets, selon la tradition archéologique, mais à chercher des traces. Alors, je me rappelle avoir visité comme ça une fouille de Laurent Gourand à Pincevent. Pincevent, c'est un lieu au bord de la Seine. Et cette fouille ne cherchait qu'à retrouver les traces d'un campement de chasseurs de rennes qui avait séjourné là il y a environ 10 000 ans. Et donc le travail consiste à dégager une surface de terre parfaitement lisse comme une page. Et sur cette page apparaissent les traces qui restent. Et en l'espèce, les traces qui restaient, c'était la trace d'un foyer, donc un peu de cendre, des cailloux qui avaient servi, je suppose, de support pour les bûches ou le bois, et puis quelques os de rennes qui avaient été cassés pour manger la moelle, et puis un tas de cendre un peu plus loin. C'était à peu près tout. Et tout à coup, si vous voulez, on lisait le passage de ces gens qui étaient passés là il y a 10 000 ans. Et c'était, je sais pas comment dire ça, pour moi c'était extrêmement émouvant, si vous voulez, parce que, ah oui, au fond, ce qu'on apercevait sur cette page de terre lisse, c'est un peu comme l'écriture pour les aveugles. Ah oui, le braille. C'était comme une espèce de braille. Le passé était là, comme un braille du passé. Et on avait le sentiment que l'écriture, ce braille-là, ça servait à faire lever des ombres. Très, très beau. C'était à la fois très beau et émouvant, et il n'y avait rien à voir au fond. Que quelques traces. Ah ouais, c'est ça, ouais. Laurent Gourand, il m'avait beaucoup impressionné parce que il arrivait avec des fichiers grands comme ça, dans lesquels il y avait des espèces d'aiguilles à tricoter. Alors quand il voulait traiter un sujet, il secouait son... Ouais. Il plantait ce... Et il sortait un papier. Et non, il tombait un certain nombre de fiches. C'était avant l'ordinateur. Voilà. Ouais. Et le fait d'avoir fait tous tes monologues comme ça, ou à chaque fois, comme tu prends un autre pronom, c'est quand même, tu dis que tu écris à partir de la place du tu, mais là, du coup, il y a le i. Non, je dis que c'est le tu qui parle. C'est le tu qui parle, oui. Mais c'est toujours le tu qui parle, même dans le nous, alors. Oui. Ou dans le... Enfin, le tu. Oui. C'est parce que je ne sais pas appeler cette chose-là. C'est peut-être la langue, mais quand tu prononces le mot langue, tu ne sais pas trop de quoi tu parles. Enfin, ouais. À la fois on sait trop bien de quoi on parle, mais ça ne désigne pas ce dont je veux parler au fond. Ouais. C'est une espèce de... quelque chose de neutre. Parce que tout ce... depuis que... Évidemment, ce qui m'intrigue, c'est comment diable l'homme s'est mis à parler. Je veux dire que la seule chose dont on peut être sûr, c'est que le premier organe dont on dispose dans sa relation avec le monde, c'est l'œil, puis l'oreille. Et comment transformer la vue en quelque chose que percevra l'oreille,
Si vous avez une réponse à ça, c'est... Est-ce que dans les entrailles, l'enfant sent en premier ou il entend ou il voit? Il paraît qu'il entend. En premier, avant sentir. En premier. Non, il paraît que l'enfant entend la langue qui l'environne. Ouais. Ce qui est probable. Mais il ne parle pas pour autant, d'ailleurs. Mais il est baigné, il est dans un bain de langue particulier, disons. Mais, un peintre dont j'ai particulièrement suivi le travail, c'est Opolka. Parce qu'il était très bavard, en plus. Donc j'essayais d'écrire comme il peignait. Opolka, c'est un cas très particulier. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est quelqu'un qui, à partir de 1965, il a décidé de peindre la suite des nombres. Donc il a peint que la suite des nombres. Alors, quand on voit ça, là, moi la première fois que j'ai vu un tableau d'Opolka, c'était à Bruxelles. J'ai vu un tableau un peu loin avec des courbes de niveau. Ça avait l'air d'être des courbes de niveau très touchantes. C'était très, très présent. Et quand je me suis rapproché, j'ai vu que c'était des chiffres. Et après, quand je l'ai fréquenté, je me suis rendu compte, mais ça c'est difficile à faire passer, c'est que chaque nombre est la somme de tous les nombres qui le précèdent. Tout comme chaque moment de notre vie est la somme des instants de tous les instants qui précèdent. Donc il y avait ça dans sa peinture. Alors, apparemment, c'est d'une abstraction. C'est pas du tout abstrait quand on le regarde vraiment. Comme ça. Il y a une inscription du temps, en fait. C'est ça? Non, mais c'était sa vie. C'était sa vie, oui. C'était sa vie, oui. J'ai vécu comme ça un moment assez drôle avec lui, c'est que il voulait surtout pas mourir d'une crise cardiaque en laissant un tableau terminé. Donc un jour, le hasard a fait que j'étais chez lui et qu'il rentrait de voyage et qu'il avait une toile terminée. Donc il fallait qu'il en commence une autre. C'était un maniaque. Il faisait faire ses toiles, je ne sais plus pas où, en Italie, par le meilleur fabricant de trucs. Donc sa toile la toile vierge, disons, était impeccable, mais pas à ses yeux. Donc il a commencé à rajouter une petite touche là, une petite touche là, pour que le blanc soit impeccable. En même temps, il tremblait de peur. Ah oui. De pas avoir le temps de commencer. De mourir. C'était pas une plaisanterie. Il était comme ça, il était obsessionnel. Et une fois qu'il a eu tracé quelques nombres, alors ça allait mieux. Dans ce que j'ai essayé de faire dans le travail sur la peinture, c'est qu'au bout d'un certain temps, il m'a semblé que la réflexion sur la peinture, ça pouvait être intéressant, mais que ça m'a étonné qu'on ne rende jamais compte du travail du peintre. Je connaissais pas de texte. La seule chose qui m'avait frappé, c'était les photos de... Comment il s'appelle là? Qui a photographié le peintre américain au travail. C'est celui qui a fait des tâches. Oui, Pollock. Pollock. Donc il y a tout un livre d'ailleurs sur le Pollock au travail. Et c'est très intéressant, disons. C'est plus qu'intéressant. Tu rentres un peu dans le travail de Pollock. Du
coup, je me suis dit, mais au fond, je vais aller dans les... Je vais essayer de décrire les déplacements du peintre dans son travail, en mélangeant la conversation, les gestes et la réflexion sur le travail, quoi. Enfin, ouais, ton journal du regard, quand je l'ai découvert, c'est extraordinaire, en fait, la réflexion que tu portes sur le regard, sur qu'est-ce que c'est que le regard, etc. Tous les jours, enfin, c'est très beau. C'est drôle parce que je n'ai au fond, il me semble que ce livre ne fait qu'approcher le problème. Ah ouais. Parce que quand j'ai travaillé sur Matisse, j'ai été saisi par un mot, une phrase de Matisse qui dit « Quand je peins, je vois dans mon dos ». Et là, je me suis rendu compte que je ne me rendais pas compte du dos. Non, c'est pas ça simplement, c'est que ce que veut dire cette phrase, au fond, c'est que ce qui est essentiel dans notre présence au monde, c'est de nous rendre compte, de percevoir l'espace qui environne notre corps. Parce que le regard, il est comme ça, d'habitude. On ne voit pas ce qui se passe là derrière. Or, si on a conscience de l'espace qui nous enveloppe, on sent son dos. Il y a une phrase toute bête qui dit que être bien comme un poisson dans l'eau. Et nous sommes nous avons notre trou qui est l'espace. Et si nous avons conscience d'être bien dans l'espace, on sent toutes les dimensions de son corps, quoi. Bernard, j'avais une autre question à vous poser avant de passer sur le dessin. C'était, si j'avais bien compris vos propos tout à l'heure, vous disiez que vous ne faisiez jamais des plans dans l'écriture. Ce qui veut dire, je ne sais pas si c'est cela que ça peut... c'est comme ça que ça peut se définir, se traduire. C'est-à-dire que vous ne savez pas ce que vous écrivez. C'est-à-dire que l'écriture ne précède pas le monde qui se définit au travers du texte, c'est-à-dire après avoir écrit que vous rencontrez ce monde qui est écrit. Et pourquoi vous écrivez? Oui, je ne sais pas. La réponse est ça. Sans doute parce que je ne sais rien faire d'autre. J'ai quand même attendu jusqu'à la quarantaine pour me décider à écrire. Mais j'avais trouvé ce que j'ai dit hier, un truc épatant, c'est que j'ai vécu en écrivant des articles d'encyclopédie pendant 10 ans, donc ça me permettait d'écrire, j'en avais pas conscience à l'époque, mais ça me permettait d'écrire sans écrire, puisque je répondais à des commandes. Et là, du coup, c'était la question par rapport au dessin. Vous savez déjà qu'est-ce que vous voulez dessiner. Donc, au départ, vous avez un projet, vous avez un plan. Alors, j'ai pas de plan non plus, mais disons que j'ai une petite chose à partir de laquelle je démarre. Donc, moi, souvent, j'ai un espace quand même. Des fois, je peux me dire que l'espace, par exemple, pour les femmes qui rient, j'ai démarré, je ne savais pas du tout qu'il allait faire, parce que là, il doit faire 14 mètres, je ne savais pas du tout. Mais au début, dans ma tête, je m'étais dit, bon, quelques femmes. Et j'ai fait ce que j'ai trouvé, en fait, ça faisait longtemps que je voulais faire quelque chose sur le corps. Après, ça a à voir avec, comment dire... dans ma tête, je voulais faire des corps de femmes qui hurlent. Parce que j'avais l'impression que ce corps, il était maltraité. Voilà. Et j'avais envie de montrer cette maltraitance. Et je me disais, un corps nu, on n'est pas neutre devant la nudité. Moi, je ne sais même pas trop quoi dire devant la nudité. Mais j'aime l'effet que ça me procure, justement. Et je me disais, voilà, des corps nus, parce que quand on est nu, on est nu. Voilà.
Je trouve que c'est beau, je sais pas comment dire. Et du coup, donc je m'étais dit, ces cornus, je vais les faire hurlants. Et moi-même, je me disais, mais c'est horrible de demander ça au modèle, parce que quand on hurle, on a la tête qui se déforme, on est laid, et puis il y a le rapport, parce que c'est la vie, tout ça. Donc demander même si c'est des amis, leur dire, faut que tu fasses comme ça, enfin, ça m'était très difficile. Je dis, bah, tu veux pas aussi me prendre en photo? Donc elle m'a prise en photo. Donc j'ai dû me mettre au début aussi 3, 4, enfin, etc. Et je savais pas du tout. Et puis après, voilà, ça s'est enchaîné une à une. Hein. Donc c'est aussi, c'est une aventure en fait. C'est une aventure, voilà. Et puis, voilà. Après, ces dessins derrière, je sais même pas en fait hein, comment j'ai commencé. Je crois que j'ai commencé à attacher que 2 feuilles. Parce que ça, c'est des feuilles en fait. Et 2 feuilles parce que ça me faisait, j'aime beaucoup l'échelle 1, donc ça me faisait la taille d'un corps. Alors qu'une seule feuille, ça fait un mi-corps en gros. Donc j'ai dit, bon bah les 2 feuilles. Puis je me suis dit, c'est drôle aussi un dessin. J'aime bien l'idée des Asiatiques qui roulent les dessins, qui les cachent. D'éviter que ce soit comme ça justement visible, mais qu'on puisse plier comme un livre. Donc voilà, donc j'ai démarré avec 2. Et puis après, j'ai eu besoin justement qu'ils ne soient pas perdus ou arrêtés. Donc j'ai eu envie d'en recroiser par-dessus. Enfin, ça vient en fait vraiment en faisant. En travaillant. C'est l'image qui renvoie en fait, qui fait comme un dialogue. Et après le bleu, bah, pourquoi le bleu? Parce que voilà, c'est vraiment des choses intuitives en fait. Hein. Et à chaque fois, c'est aussi une aventure parce qu'à chaque fois aussi, on détruit ce qu'on a. C'est ça qui est curieux. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on ajoute quelque chose, on modifie l'ensemble. Donc parfois, quand on construit, quand je commence à mettre le bleu, que j'ai décidé de mettre du bleu, donc là, ça va bien, je mets du bleu. D'ailleurs, je peux écouter de la musique, etc. Je mets mon bleu. Tiens, je vais le mettre là, je vais le mettre là, je vais le mettre là. Puis après, bon, j'ai mis mon bleu. Il y a quelque chose encore qui manque ou je sais pas quoi. Et là... Et si tu vois, je me dis, bah, si je faisais ça, je sais pas d'ailleurs ce qui me fait, moi c'est ça qui m'interroge, saisir le moment où je passe à l'acte. Parce que je le sais pas. C'est-à-dire qu'il y a un grand moment où je me dis, et si j'ajoutais ça, donc tout est prêt, et je le fais pas en fait. Je pourrais y aller, je le fais pas, puis je sais pas pourquoi d'un coup je le fais. Et des fois je le fais, et puis après il faut faire avec ce qui est arrivé. Et là ça a vraiment changé. Et puis à un moment il n'y a plus rien à faire, ça suffit, bon ça s'arrête. Des fois, je peux me dire, oh ben, j'ai l'attachement de tout ce qui s'est passé. Là, je parlais d'un truc que j'avais fait, c'était Judith et Holoferne. Donc, Judith, elle avait l'histoire, moi, c'est une histoire qui m'a beaucoup parlé, quoi. Cette femme qui va faire l'amour avec ce général romain, et puis qui après lui tranche la tête. Elle rentre dans son panier et le lendemain brandit. Et je me disais, mais elle ne peut pas être neutre, quoi. Une femme qui fait ça, pour moi, ça peut pas être une... voilà. Et pour moi, il y a forcément, elle porte quelque chose de cet homme-là. Elle a couché avec lui, il s'est forcément passé quelque chose. Il ne peut pas ne rien s'être passé entre ces 2 corps. En plus, je trouve ces 2 rapports, il y a vraiment le rapport politique où, oui, on peut transpercer quelqu'un pour sauver, etc., dans un combat, mais... L'amour, pour moi, il y a 2 choses c'est un autre rapport. Donc elle avait eu cet autre rapport avec cet homme, il y avait le peuple, alors peut-être que politiquement c'était plus fort, donc il fallait qu'elle lui coupe la tête, mais il y avait forcément quelque chose qui se passe, même si on n'aime pas, même si, etc., il se passe quelque chose, 2 corps, c'est pas rien. Hein. Et donc j'ai dessiné comme ça, je l'ai dessiné comme ça, et j'ai mis le corps pendu, comme si elle le portait en collier, etc. Et tout. Bon, c'est pas un dessin très réussi parce qu'il est... voilà, je vois qu'il n'est pas réussi visuellement. Mais moi, je l'aime bien. Qu'est-ce qui est un dessin réussi? Ben, réussi parce que je vois qu'il a il est facile d'abord parce qu'il a des équilibres blanc-noir, il a des... Comment dire? Je vois les émotions qui peuvent susciter les dessins. Pour vous? Pour moi. Mais pour les autres? Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais quand même, il y a quand même... Alors, est-ce que peut-être que l'homme... Enfin, on est peut-être... il y a quelqu'un peut-être qui peut être très sensible à ce dessin-là. Mais je pense qu'on est une majorité. Nos sensibilités... Alors, peut-être que nos sensibilités, c'est une vraie question. Hein. Est-ce qu'elles sont formatées hein? C'est-à-dire, est-ce que...
Et nos sensibilités d'aujourd'hui, c'est sûrement pas les sensibilités d'hier, quoi. Et du coup, on répond. Alors, on ne sait pas, c'est-à-dire si on ne sait pas en fait les images dont auront besoin, par exemple, nos descendants. On ne sait pas celles qu'ils vont garder, on ne sait pas celles qui vont honorer, celles qui vont leur servir à vivre, tout simplement. Celles qui sont produites aujourd'hui et qui vont leur servir à vivre. Nous, aujourd'hui, on ressort, dans notre époque, on ressort des peintres parce qu'on en a besoin aujourd'hui, en fait. Mais ils peuvent être tombés dans l'oubli. Donc ça, c'est intéressant. Je pense que les écrits, c'est pareil. Hein. Et les époques, en fait, toutes les époques puisent, en fait, là où elles ont... voilà. Ouais. Mais l'oubli s'accélère aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui. Ouais. Tout va plus vite. L'oubli, puis à la fois on sauve des choses. Tu crois pas? Je ne sais pas si on les sauve ou le contraire. Ouais. Si tu veux vulgariser, n'est pas sauver. Ouais, Je c'est vrai. croirais volontiers le contraire. Et comment dire, et à ne pas vouloir faire la chose. C'est-à-dire c'est elle qui nous veut. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'un dessin, c'est vraiment quelque chose qui monte. C'est-à-dire que si on est fidèle à sa vue et qu'on dessine ce qu'on voit, le dessin apparaît. Si on veut le faire volontairement et le conduire et tout, on n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'on va déformer. Et tout le dessin, c'est ça. C'est apprendre à voir. Et en fait, c'est faire cette chose-là. Mais en étant le plus fidèle, quelque part, en étant le plus fidèle à sa vue, en fait, c'est là où on est le plus fidèle à soi, en fait. Parce que ce qu'on ne voit pas, on ne peut pas le saisir. Et moi, ma façon de représenter, quelqu'un qui est à côté, il va dessiner autrement, même s'il fait avec la même volonté. Donc ça, c'est très curieux, cette... Si le hasard Ouais. est humain, ou plutôt abstrait, ou une construction sémantique des deux. Ah Comme s'il y avait quelque part une aliénation qui était en même temps lucide et il y a une espèce de clairvoyance identitaire en fait. J'aimerais savoir s'il y a une résurgence, une espèce de conscientisation de la conscience en elle-même. Comme une espèce de dédoublement en fait, une espèce de télépathie de la peau, de la pensée manichéenne, altruiste. En fait, j'aimerais savoir s'il existe un substrat antique, une espèce d'énergie à travers le hasard, c'est-à-dire la stochastique du vivant, la chair du vivant, l'immatérialité de la vie. J'aimerais savoir s'il existe quelque chose de plastique, d'intuitif, de sensoriel, une concrétion de la réalité, comme une espèce d'alimentation, une nourriture essentialiste. En fait, j'aimerais savoir s'il y a quelque part une anatomie, en fait, vierge et vivace, en fait, comme une espèce de végétation, comme des milliers d'œils, de yeux qui roulent à travers une structuration, un structuralisme de la pensée. C'est un peu compliqué ce que je dis. Puis moi, Le hasard, mais si tu veux, moi, je peux te dire juste un truc très simple, hein, c'est que le hasard, il est tout le temps là. Enfin, tu vois, il est tout le temps là. C'est-à-dire, en fait, je pense que c'est... Enfin, moi, quand je travaille, en tout cas, c'est une attention. C'est une attention que je porte. On peut dire que c'est un peu infinitésimal dans son fluide cosmique, c'est-à-dire que tout est ramené à cette situationnalisation du hasard. Je pense que c'est des degrés en fait. Je pense que c'est plus comme des doigts, des espèces de choses qui se dépersonnalisent en elles-mêmes et en même temps qui sont très réelles, très réalistes, très structurées, je pense. Petite analyse. Ouais, c'est bien, merci. Le hasard. C'est vrai, Jean-Paul, vous êtes vous? Oui, j'aime bien tes questions. Pardon? J'aime bien tes questions, de toute façon, elles n'attendent pas de réponse. Alors. C'est vous qui voyez. Et moi, personnellement, je ne vois surtout pas les hasards, l'existence du hasard. Je le vois comme étant conceptuel. C'est un concept qui existe. Un concept auquel on veut donner un contenu, mais qui n'a en soi, matériellement, en soi, aucune existence réelle. Parce que tout est causé par quelque chose. Que l'on soit en conscience là ou pas, mais tout est causé par quelque chose. Parce que quand on dit que le hasard est à l'origine de tout, que c'est l'acte créateur, on l'avait déjà dit, on personnifie le hasard. Comme s'il avait une identité à travers lui, et que quelque part le hasard s'autodestructrice et en même temps se crée,
ce qui est abstrait et à la fois fondamental et logique en fait. C'est-à-dire que le hasard, quelque part, il ne peut pas naître de lui-même. Quand on dit que le hasard a créé le monde, on pointe une entité au hasard, une entité matérielle, une entité énergétique, un corps, une cellule, un sujet. Mais c'est pas logique. Le hasard ne peut pas, sinon c'est l'acte créateur, donc le hasard c'est la divinité ou c'est une création. On ne peut pas quantifier le hasard en disant que le hasard est vecteur créatif de tout ce qui existe. C'est pas possible. Parce que si on dit ça, c'est qu'en quelque part, on dénaturalise la vie et on la traverse à travers une mécanique d'automatisme, de pensée. Et il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de volonté, il n'y a plus de corps, il n'y a plus d'immanence, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus rien. Le hasard, non, je suis désolé, le hasard, c'est des scientifiques qui sont libidineux et qui sont complètement... Justement, dans la personnification, et c'est ce que vous appelez personnification, il y a un grand penseur qui a parlé de ça aussi, mais avec ses propos personnels, c'est Baruch de Spinoza, qui parle de l'anthropomorphisme. Voilà. Oui. Donc, le fait de donner à un dieu, à une personne, de faire une personnification, notamment à ce que vous appelez hasard, oui. Mais vraiment à l'origine de tout, il y a quelque chose. C'est-à-dire, il y a des choses qui, l'entrecroisement, il y a de l'accident, mais il y a toujours un choc quelque part. Bien sûr, bien sûr. Mais bon, chacun a sa façon de voir pour parler des dieux, oui, ou d'un principe moteur. Pour la vie, mais pour la création. Pour la création. Voilà, est-ce que le hasard existe? Ben, peut-être pour la vie, d'accord, oui. Que tout soit dans tout, qu'il y ait une incidence presque logique en dépit du hasard, pour la création. Ben, pour la création, les bits du Big Bang n'a jamais été expliqué. Non, mais la création artistique, pardon. Ah, la création artistique, l'écriture, la peinture, c'est là. Pour moi, ça le reste consiste peut-être, mais attraper et à observer le hasard là où il se produit et à l'exploiter à ce moment-là, quoi, et le prendre comme il est. Mais il y a un choc. Voilà, il est là tout le temps, le hasard. Oui, mais il y a un choc quand même. La création, ça consiste simplement à voir ce qui va pouvoir la création, entrer en relation avec ce qu'on pense. La création artistique. Oui. C'est ça, on est d'accord. Oui. Pas la création. Et Bernard, qu'est-ce qu'il dit? J'ai dit Bernard. Il y a un coup de dé jamais n'abolira le hasard. Voilà, Voilà. Ouais. Alors, les heures sont Alors, d'autres questions? Sur un pli du temps, toujours le plus aura manqué. La langue a touché trop d'ombre, trop compté les lettres du nom. Une fois, 100 fois, 1000 fois. Les mains ont rebâti la statue des larmes. Mot tombé d'un mot, l'être a roussi dans le souffle. Quelle fin!